Quand tu veux. Donc, en fait, on peut commencer parce que, bon, je crois que Nadine est vraiment au courant, puisqu'on a fait ensemble déjà plusieurs actions pour protéger les platanes de l'avenue Jean Jaurès. Donc, en fait, on va démarrer par ça. Hein. On va démarrer par le fait qu'il y a... Elle arrive. Très bien, tant mieux. Donc, dans la ville, à Bagnols-sur-Cèze, on a un maire qui tronçonne, ou fait tronçonner, ou fait couper, ou abattre des arbres, sans le dire, de manière assez opaque. Et le bilan aujourd'hui, c'est celui-là. Il y a 6 tilleuls qui ont été abattus place Mallet. Il y a, c'est très grave parce qu'il n'y en avait qu'un qui était malade, qui était devant le restaurant La Grignotte. Donc tous les autres étaient en parfaite santé. Et je suis allée vérifier, hein, parce que ces arbres ont pleuré leur sève pendant 2 jours. Et donc j'ai ramassé de la sève, hein, d'accord, qui est possible d'envoyer à l'analyse. Donc ces arbres n'étaient pas malades. Donc vous pouvez le diffuser, ils n'étaient pas malades. Bon. Ensuite, il y a eu les platanes de la rue, de la place Jean Jaurès. Donc la place qui est en réflexion tout en bas de la rue de la République. Et celui de l'atomique. Oui, mais alors attends, parce qu'on va commencer par cela, je continue après. Hein. Donc là, les platanes en question, vous en avez déjà 2 qui ont été abattus préventivement devant le Crédit Agricole. Ensuite, il y a le bicentenaire de platane du Café de Paris qui a été coupé, tronçonné lui aussi, mais en laissant une souche de cette hauteur large comme ça. Vous voulez la prendre en photo? Non, mais c'est fait, je l'ai prise en photo avec moi à côté pour montrer la hauteur de la souche. Tu vois, j'étais comme ça. Là. Et pas malade. C'était malade ou pas? Alors, pas malade du tout. Mais alors, il y a le chancre du platane. T'enlèves le H de chancre, ça fait les cancres du platane. Oui, mais attends, alors, non, on va y revenir à ça, une seconde. Hein. Donc, le platane en question, en tout cas le bicentenaire du Café de Paris, n'était pas malade, ok? Alors, la meilleure preuve de ce truc-là, c'est que les branches sont reparties. Ben oui, ils étaient bien emmerdés, ils ne savaient pas comment faire, donc ils ont commencé à enlever toutes les branches qui repoussaient partout, etc. On enlève la vie. Et à un moment donné, moi j'y suis allée avec, il y avait 2 gamines avec moi là, j'aurais dit photographiez-moi et tout, je vais mettre la hauteur, pour que c'était là la souche, hein, donc la hauteur de mes épaules. Donc j'ai dit, je vais le passer sur Facebook et en plus je veux que le maire comprenne on est conscient de ce qui est en train de se passer. Bah oui, hein. D'accord? Donc cette histoire, alors maintenant la souche, ils l'ont enlevée évidemment avec bulldozer, ils ont tronçonné, etc. En même temps, alors là ça faisait, écoute bien, le Café de Paris était d'accord parce qu'il voulait mettre une table dessus et puis il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Pas de clients. Oui, il a déjà un problème de trop de soleil. Et pourquoi le Café de Paris n'a pas demandé qu'on ne coupe pas l'arbre? Oui, parce qu'il voulait qu'on le coupe. Alors donc ils sont consentants, ils sont fautifs. Oui, mais attends une seconde, faut-il d'accord, mais... Alors, un peu plus loin, il y avait 2 platanes qui étaient devant la BNP. D'accord, un petit peu en retrait, il y en a 2 qui sont carrément proches de là, voilà. Et il y avait 2 platanes, et là, il y avait... la ville améliore votre cadre de vie, fait des travaux pour améliorer votre cadre de vie, et clac, les 2 platanes ont été tronçonnés eux aussi. Heureusement que nous avons réalisé quelques actions avec les Gilets jaunes, les Insoumis et les Gilets jaunes. Le cèdre aussi. Le cèdre du Non mais attends, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Tout le temps en sauver. On en a sauvé 2. De l'autre côté, du côté du café, du bar des sports, c'est garanti. C'est le matin, on se lève et qu'ils y sont. Celui du bar des sports, elle a refusé Karine, donc il ne sera pas touché. Celui qui est juste à côté du bar des sports, il a failli sauter. C'est autour de celui-là qu'on s'est enchaîné, hein, et qu'on a pris les 2 fameuses photos que le maire elle les a là, il paraît, il ne supporte pas. Et des photos où il y avait à la fois des insoumis, des gilets jaunes et des gens, tout simplement des clients du bar des sports qui ne voulaient pas qu'on leur abatte leur platane. Et puis il y a eu la grosse polémique autour du platane du bar Le Central. C'est un bicentenaire, donc on a les photos parce que Romani nous a donné une photo qui est passée d'ailleurs dans Midi Libre prouvant que cet arbre est bicentenaire, et donc cet arbre n'est pas malade du tout.
Simplement, le patron du central s'appelle Zoltan, je crois. Enfin, il n'est plus maintenant, mais il était le patron de ce bar. Il voulait enlever cet arbre parce qu'il y a des feuilles, des fientes de pigeons. Voilà. C'était pénible de nettoyer tout ça. Alors, la mairie n'a pas à entrer dans ces considérations. Hein, c'est pas, un maire n'est pas là pour nettoyer les terrasses, les fientes de pigeons ou pas, ou autrement. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous, en réagissant, surréagissant sur les platanes du bar des sports, on a fait un petit peu peur visiblement à la mairie. Et ils ont, du coup, décidé de ne pas couper le platane du bar Le Central. Donc celui-là devrait être protégé aussi. Puis, je veux dire, Midi Libre, à ce niveau-là, c'est un journal que certains dénigrent, je le comprends, mais il n'empêche qu'ils ont fait le boulot. Ils ont fait 3 articles, quand même, 3, hein, sur les platanes, le fait de devoir les protéger, etc. Pendant ce temps-là que nous nous battions pour les platanes, etc., au Bosquet était abattu un cèdre du Liban, immense, qui était devant l'EHPAD. Devant l'EHPAD, donc j'ai les photos, hein, parce qu'une personne qui habite là-bas, une maison juste à côté de l'EHPAD, est venue me trouver et m'a dit je connais personne d'autre qui s'occupe des arbres, donc est-ce que je peux vous donner des photos et vous prouver qu'ils ont abattu cet arbre qui dépassait l'immeuble. Donc s'il dépassait l'immeuble, c'est qu'il était au-dessus de 20 mètres. C'est clair, d'accord? C'est comme ça. Hein? Donc cet arbre, ce cèdre du Liban, a été abattu, tronçonné, disparu, chut. Mais ça a créé un problème, c'est que les résidents, les riverains autour, ils ont maintenant des bâtiments qui leur cachent complètement la vue alors qu'ils avaient cet arbre superbe, n'est-ce pas, qui empêchait la construction de la bétonisation encore. Donc ils se disaient, ben, nous on ouvrira nos fenêtres toujours sur un cèdre du Liban. Maintenant ils ouvrent leurs fenêtres sur du béton. Qui abritait des oiseaux, des insectes et compagnie. Voilà. La flore va y venir. toute la vie. Alors, ce n'est pas fini. Il y a visiblement d'autres arbres qui sont menacés, tous, hein, un peu partout, parce que à partir du moment où vous avez une vision minérale de la ville, vous savez que les arbres ne tiendront pas. Actuellement, place de la mairie, les bacs, des gros bacs comme ça, des gros pots en fait, qui accueillaient les oliviers. Il y avait des oliviers, place de la mairie, 2 rangées d'oliviers, ont disparu. Alors j'ai vu Monsieur Masse, je lui ai demandé où sont les oliviers. Il m'a dit ils sont bien replantés quelque part. Mais où? Mais où? Mystère. Dans les jardins des élus. Chez qui? Ah, chez Chapouille peut-être. Moi je ne dis rien, simplement on m'a répondu, ils sont bien replantés quelque part. Est-ce qu'ils ont coupé les arbres, ils ont planté les élus là-bas? Ils ont planté chez les élus. Ah là, ça vaudrait le coup de le signaler. Si on les retrouvait, ce serait trop beau. Hein. Bon, on a qu'à faire une chasse à l'arbre. On va démarrer à proprement parler la conférence sur les arbres dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce qu'en réalité, tronçonner les arbres, abattre des arbres, couper des arbres en ce moment, c'est criminel. Ah bah oui. Et où sont les verts à Bagnole? Alors, les écologistes, c'est nous, hein, les écologistes. Tous ceux qui se battent, qui sont ici et qui se battent pour les arbres, sont des écologistes. Il n'y en a pas sont visiblement, cette cité qui a quand même été longtemps vouée au nucléaire n'a pas de verre. Hein. Il n'y a pas d'écologiste reconnu, en tout cas. L'écologie, ça appartient à tout le monde. Hein. Voilà. Il n'y en a que quand on vote. Hein. Voilà, et tout d'un coup, on les découvre quand il y a un vote. Voilà. Et c'est là que les gens se manifestent et se disent, bon, je vote. Mais vous savez, le problème de l'écologie, c'est comme tout autre problème d'ailleurs, il y a les problèmes de proximité, où on doit intervenir sur le terrain, parce qu'on a l'impression, c'est pas grave, oh, ils ont coupé un arbre ou 2 ou 3. Sauf que, si c'est dans toutes les villes qu'on coupe un arbre ou 2 ou 3 ou 4, ça finit par faire beaucoup d'arbres. Hein. C'est fait par faire une forêt. Hein. Une forêt. Christian, oui. Compléter ce que tu es en train de dire, ce qu'il faut savoir, c'est que le maire de l'époque, Jacques-Christian Rey, de l'époque du début du mandat, s'était engagé à planter des arbres, si vous voulez, chaque fois qu'il arrachait un arbre, il s'était engagé à en planter 2. Et alors
Il n'a pas tenu sa promesse. C'est obligatoire. Oh, c'est normal, il a rien tenu. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais enfin, en tout cas, il s'était engagé à planter des Quel arbres. engagement, Et non pas en couper, mais s'ils en coupaient, à replanter un de plus. Alors c'est intéressant parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire, Christian, parce qu'effectivement la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a pris aussi des décisions de cet ordre et elle les respecte. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle va seulement, elle ne peut pas intervenir dans les villes. Donc on est sur des périmètres où, en tant qu'élu, elle peut intervenir. Mais dans une ville comme Bagnols-sur-Cèze, c'est l'élu de proximité, donc le maire, voire le président de l'agglo, qui va prendre des décisions. Alors je voudrais quand même vous donner quelques chiffres hein, pour qu'on sache bien où on va. Si on plantait aujourd'hui 1000 milliards de nouveaux arbres sur la planète, il s'ajouterait aux 3000 milliards d'arbres qui existent déjà. Hein. Et on ferait diminuer le taux de CO2 dans l'atmosphère, le CO2 c'est ce qui nous menace le plus, de 25%. Eh ben alors. Donc, ça veut dire que, et ça c'est une étude extrêmement sérieuse de l'école polytechnique de Zurich, et à l'heure actuelle, pratiquement tous les chercheurs travaillent à quel serait l'impact sur l'atmosphère de replanter des arbres. Alors, évidemment, inutile de dire qu'il ne faut pas les brûler non plus, qu'il ne faut pas les couper non plus, qu'il ne faut pas les tronçonner non plus. Mais vous voyez l'importance de les planter. Ils absorberaient ces 1000 milliards hein, qu'on planterait, 205 gigatonnes de CO2 en quelques décennies, et couvriraient, parce qu'on peut se poser la question, oui, mais on les mettrait où hein? Ils couvriraient une surface de 900 000 hectares seulement. Autrement dit, l'équivalent des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on a la place. Pour ceux qui se poseraient la question et qui se diraient, mais où est-ce qu'on va les mettre quoi hein ben, il y a largement la place sur la planète de planter 1000 milliards d'arbres supplémentaires. D'accord? L'Australie, d'ailleurs, a décidé de s'y atteler seule. Elle va planter 1000 arbres sur son immense territoire d'ici à 2050. Ouais, mais bon, d'ici 2050. Non, mais on est d'accord. Ça veut dire que si tout le monde fait comme l'Australie, on ira très vite. Ouais, d'accord? Ce sont des décisions seulement. Il faut comprendre une chose, c'est ce que je vous dis là, c'est une échelle planétaire. D'accord? Mais je viens de vous parler d'une échelle de proximité. Ce qui veut dire que les choses sont liées aujourd'hui. Hein? C'est le monde est impacté par les décisions que nous prenons tout près de chez nous. À Bagnols-sur-Cèze, ils ne veulent plus qu'on ait d'oxygène. Attends, laisse-moi terminer. Voilà. L'arbre peut nous sauver, donc. C'est le dernier rempart vers la fin du monde, et en tout cas la fin des espèces, et la fin de notre espèce en particulier. Alors, avant de replanter ces massifs forestiers, il faudrait commencer par arrêter de brûler des arbres. Alors, vous savez que la déforestation, c'est par exemple ce qui se passe en Amazonie actuellement. Il y a des arbres qui sont brûlés massivement. Or, ce n'est pas la même chose. Ce que faisait, par exemple, faire le président Lula à l'époque, il disait, lui, il fallait bien que les gens fassent du brûlis pour pouvoir planter un certain nombre de légumes et de céréales, etc., pour pouvoir manger. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se produit aujourd'hui, qui est de l'abattage et du brûlage massif. Oui. Hein? Ça n'a rien à voir. Donc on est sur deux choses complètement différentes. Oui. Je continue parce qu'en fait, il y a eu une émission sur Arte dernièrement. Ils ont montré un peuple d'Indiens d'Amérique du Nord qui avait été complètement anéanti ou quasiment, mais surtout qui avait été complètement renié par le système parce qu'en fait, ils faisaient un système de brûlis permanent. Et on s'est rendu compte que la manière de le faire faisait qu'au contraire, ça enrichissait la forêt. Et Lula, c'était la même chose. C'est-à-dire, ce que faisait Lula en Amazonie, c'était qu'en brûlant partiellement les terres, on les enrichit. Parce que qu'est-ce qui enrichit la terre? En fait, c'est le charbon de bois. C'est ce qui l'enrichit le plus. Voilà. Si on met du bois brut ou du bois en cendre, ça n'enrichit pas vraiment. Si on met du charbon de bois, c'est-à-dire du bois qui n'est pas complètement décomposé, ah si, c'est les scientifiques qui démontrent ça. Hein. Et donc, c'est ce qui nourrit vraiment la terre. Et donc, en Amazonie, c'est essentiel de le faire comme ça. Ça s'appelle de
l'écobuage. Ben, bien Oui, sûr. bien sûr, le copiage. Et donc, C'est ce qui se fait dans les régions Donc, là, il y a eu, je veux dire, la différence entre Bolsonaro et Lula actuellement, elle est totale. Si on écoute les abrutis à la télé, les fausses informations, ils disent que c'est la même chose, ça n'a pas changé, que c'est toujours le même système. Or, les deux systèmes sont totalement différents. Alors, pour continuer à faire les liens avec ce qui se passe à Bagnols-sur-Cèze et ce qui se passe partout dans le monde, il faut savoir que dans certains journaux disent aujourd'hui que la végétalisation est en marche. Alors bon, excusez-moi, mais en marche... Je demande le photovoltaïque. En marche arrière. Je pense qu'effectivement... Alors en réalité, la végétalisation, elle est en marche dans les annonces, mais pas dans les faits. Oui, en 2050, il va nous faire ça. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on va attendre. Alors, j'ai bien noté qu'il y avait eu énormément de déclarations d'élus qui se disent qu'ils seront vertueux. Mais après les municipales 2020. Parce qu'avant, ils n'ont pas le temps, bien sûr. D'accord ? Ils auront déjà coupé tous les arbres de Bagnols, donc on a le temps. Alors, les chercheurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça me paraît important de le redire, les chercheurs signalent que le grand public est prêt. Le public a compris les enjeux. Comme si les chercheurs et le public, en direct, arrivaient à se comprendre, arrivaient à faire passer les messages. Donc, ce qui veut dire que les gens du grand public sont intelligents. Pas besoin qu'on leur mâche le travail, on leur explique une fois, on fait une fois de la pédagogie, et ensuite ça se diffuse, parce que les gens savent très bien ce qui est en train de se passer. Par contre, ils le confirment, les politiciens, les élus ne sont pas prêts. Pour l'autruche. Ils ne sont pas prêts pour des raisons qui sont pratiquement toutes électoralistes, puisqu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont compris que nous sommes menacés, bien entendu. Alors, pour parler des jeunes arbres, on nous en a parlé tout à l'heure, certains d'entre vous qui disent « mais ils ont planté des arbres, après en avoir coupé, les 6 tilleuls, par exemple, de la place de la mairie ont été abattus, et on les a remplacés par des petits arbres du Japon, qui sont censés avoir de jolies couleurs, des jolies fleurs qui poussent en toute saison. Malheureusement, ça n'a pas bien tourné pour les petites pousses de la place. Ils ont laissé crever de soif. Exactement. Ils les ont laissés crever de soif. Bah oui, ça se voyait cet été, ils mouraient. C'est-à-dire que quand on met de jeunes pousses, d'abord il faut les arroser, il faut les accompagner, il faut les désherber. Oui, il faut peut-être leur parler, il faut désherber. Et surtout, il ne faut pas les planter et s'en désintéresser. Ça, c'est vraiment les jeunes pousses, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est un peu comme les enfants. Ça se plante en septembre, les arbres. Ça se plante et en plus, oui, mais alors, il faut vous expliquer quelque chose. Quand ils ont coupé les tilleuls, ça a été le fait du prince. 6 tilleuls, le maire ne voulait plus les voir du haut de sa tour d'ivoire, de son bureau, de la place de la mairie. Regardez ces tilleuls, les tilleuls ne lui plaisaient pas. Ah oui. Il a décidé qu'il fallait les enlever pour remplacer par des fleurs parce qu'il voulait de la luminosité. Il voulait faire comme le roi soleil. Il voulait de la couleur. Donc, il les a fait couper. Le problème, c'est que ces arbres, ensuite, tout le monde s'en est désintéressé. Or, évidemment, ils ont commencé à péricliter et, voyant que ces arbres périclitaient, ils sont allés, les services techniques sans doute, les services des espaces verts, on leur a demandé de ramener les pots dans lesquels il y avait des oliviers. Ces oliviers étaient en parfaite santé. En plus, les restaurateurs que j'ai interrogés à ce sujet appréciaient d'avoir des oliviers à hauteur finalement des gens qui mangeaient. Et puis, au-dessus des tilleuls qui amenaient un petit peu de faune, des petits insectes qui passaient, mais qui ne gênaient pas les gens parce que les tilleuls, c'était en hauteur. Je rappelle, l'olivier, symbole de la paix. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de tilleuls place de la mairie, on n'a plus les oliviers non plus, puisque les pots sont vides. Qui a volé les arbres? Ils ne sont pas perdus pour tout le monde. On chercher les arbres, pour faire
Une chasse au trésor. En tout cas, une chose qui est importante, on a parlé, on parle souvent de la partie que l'on voit de l'arbre. Mais il y a la partie que l'on ne voit pas, qui est dans le sol, et les racines qui améliorent la vie souterraine, qui permet de favoriser la vie animale, hein, le développement d'une vie animale qui fertilise les sols. Alors, c'est doublement vertueux un arbre, d'accord? Non seulement ça nous renvoie de l'oxygène, ça absorbe du CO2, mais en plus, grâce aux racines, alors je tiens à vous dire que la plupart des gens, des élus qui demandent qu'il y ait des travaux, ne tiennent pas compte d'une chose, c'est que les racines, il ne faut pas les couper. Or, quand il y a des travaux, qu'on creuse, etc., et qu'on voit une grosse racine qui emmerde tout le monde, on la coupe. Crac, 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 crac. Quelques années plus tard, l'arbre meurt. Parce que par ces racines que l'on a coupées rentrent des champignons, des maladies, etc. Et donc l'arbre meurt. Hein. Il ne meurt pas tout de suite. Donc on ne peut pas impliquer tout de suite les travaux, etc. Mais c'est un peu comme les dioxines à Rouen, hein, avec l'usine Lubrizol. Ça tuera peut-être des gens dans 2 ou 3 ans, et donc on ne pourra pas dire que c'est seul. Alors je voulais juste vous parler, avant qu'on entame un débat là-dessus, du dioxyde de carbone, le fameux CO2. Parce que c'est un gaz sans couleur ni odeur, donc à la limite, on ne s'en rend pas compte, on peut crever sans s'en rendre compte avec le dioxyde de carbone, hein, c'est ça qui est pratique. Bon, alors l'être vivant transforme l'oxygène en CO2. L'être vivant, en respirant, simplement en faisant ça, tandis que les plantes, elles font le contraire, elles transforment le CO2 en oxygène. C'est-à-dire que nous, on respire, on renvoie du CO2. Les plantes, elles renvoient de l'oxygène. Donc, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que sans les plantes, on est mort. Bah bien sûr. Et sans les arbres, on est encore plus vite mort. Donc, il faudrait en mettre 2 fois plus dans les villes. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a une véritable frénésie d'annonces. Hein, on va planter des arbres partout, tout le monde veut planter des arbres, etc. Sauf que quand vous allez dans les villes, et là encore, je pense qu'il faut aller voir ce qui se passe. Un chercheur d'ailleurs que nous connaissons nous, parce que nous sommes allés en Guyane, qui s'occupait de la canopée et qui habite à Montpellier, et qui fait des allers-retours en Guyane régulièrement, il dit à Montpellier, peut mieux faire. Hein, alors que nous sommes allés dernièrement, nous avons eu l'impression qu'il y avait des arbres partout. Eh bien, c'est quand même peu mieux faire. Hein. Donc, pourquoi? Eh bien, plus il y a des êtres humains, plus on a besoin d'arbres et plus on a besoin de végétation. Il faut un arbre pour 4 personnes. Exactement. Hein. Donc, c'est absolument nécessaire de mettre des arbres partout. D'accord? Et donc, évidemment, ne pas en couper, parce que il faut savoir quand même que pour faire arriver à avoir des arbres comme ceux qui étaient sur la plage Jean Jaurès, là, il faut son temps. Hein. Et oui. Non, mais le pire, c'était quand même devant l'EHPAD, les petits vieux, ils se mettaient dessous quand même. Alors, absolument. Alors, l'EHPAD, moi je voudrais quand même juste deux ou trois mots sur ce cèdre du Liban, parce que c'est passé inaperçu cette histoire. C'est-à-dire que autant... Et il génère quoi, le cèdre du Liban? Mais parce qu'il fallait absolument avoir... Alors, ils ont dit que ça menaçait peut-être de tomber sur ça les coûte nouvelles... Plus cher de le couper ça coûte moins cher de le couper à ras que de le couper correctement Non, mais c'est-à-dire que comme ils voulaient agrandir l'EHPAD, hein, ils veulent faire un agrandissement de l'EHPAD, ils se sont dit on va se débarrasser de cet arbre, comme ça on pourra faire rentrer les engins. Ne croyez pas que c'est pour mettre du béton à la place, que c'est pour mettre une habitation. Non, c'était plus pratique pour faire rentrer les engins, etc. C'est du moins ce qui m'a été expliqué par la riveraine qui m'a apporté les photos du cèdre avant. Elle en pleurait, la dame. Elle en pleurait. Il y a des gens qui ne veulent plus habiter là-bas. Hein. Alors, il y a énormément d'endroits où on a coupé des arbres à bagnoles, et même aux escaneaux, même quand on abat un immeuble, crac, crac, on coupe 2 arbres en même temps, ça ne se voit pas. Hein. Donc, et puis, il faut quand même aussi vous dire quelque chose. Quand on abat des arbres ou quand on les tronçonne, qu'est-ce qu'on met à la place? Béton. Généralement, du béton. Généralement, on rend la ville encore plus minérale. Et donc, on augmente la chaleur. Mais oui, automatiquement. Ben, c'est sûr. Mais on ne fait pas que ça. On vole du sable
du sable et on n'en a plus. On le vole sur le littoral, on le vole à l'intérieur des mers, parce qu'au fond, maintenant on va chercher le sable au fond de la mer parce qu'il n'y en a plus assez sur le littoral. Hein. Dans les rivières, alors je tiens à vous le dire, le sable des rivières n'existe plus. Nous l'avons tellement pompé, nous les êtres humains, je dis nous, mais c'est pas nous, hein, ce sont des sociétés hein, qui ont intérêt et qui gagnent énormément de pognon à aller chercher du sable qui ne leur appartient pas, parce qu'il appartient à la communauté du monde. D'accord ? Nos rivières en France n'ont plus de sable du tout. C'est pour ça qu'il n'y a plus de poissons, qu'il n'y a plus rien. Alors du coup, on est obligé, les entreprises de BTP vont chercher du sable. Alors pour ceux qui se figuraient qu'on peut utiliser le sable du Sahara, c'est pas le même. Hein. Celui-là, il roule, il est trop petit, on ne peut pas en faire du béton. Eh ben tant mieux, hein, parce que sinon ils iraient chercher. Ah ben sinon ils iraient chercher, on n'aurait plus de Sahara. Bon, donc on a, hein. Je crois qu'ils vont le chercher en Australie. Mais partout. Actuellement, le sable, mais le pire, disons-nous, le pire, c'est quand ils vont le chercher au fond de la mer. Ah bah Parce que là, ce qui se passe, c'est que le sable au fond de la mer, nous avons vu un reportage dernièrement qui est très clair, ils récupèrent le sable, ils le prennent, et ce qui se passe, c'est que la nature ayant horreur du vide, elle va chercher le sable sur la côte. Donc la plupart du temps, le sable vire dans la mer et donc les côtes, une érosion du littoral complète. Hein. Aujourd'hui, on a des maisons qui sont presque dans l'eau. Hein, bon. Donc voilà, je voulais... Pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de ce sujet ce soir? Parce que ce sera un enjeu majeur des élections qui viennent. D'accord? Il y a le maire qui parle. Ça va venir. Nous sommes ravis d'entendre le maire. C'est un lien avec ce qu'on a fait. On peut arroser. Ouais. Ah, c'est très bien. Oui, ce ne sont pas prévus d'arroser. Ils ont bien arrosé leur Merci, monsieur le maire. Alors, malgré l'intervention de monsieur le maire, qui se veut le plus vertueux des vertueux, aujourd'hui, il est clair qu'une campagne électorale municipale s'engage. Elle va s'engager dans les mois à venir. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Si les gens sont conscients, mais si les gens ne comprennent pas que les effets d'annonce ne produiront pas forcément des actes, alors à ce moment-là, on va avoir toujours les mêmes et ils appliqueront toujours les mêmes méthodes. Donc, nous avons... Moi, je n'ai pas peur de dire aujourd'hui qu'il va nous falloir faire ce qui s'est fait et qui a fort bien marché pour faire reculer les élus dans d'autres domaines, hein, ou pour obtenir des choses comme par exemple le droit à l'avortement, etc. Moi, je fais partie de celles qui sont battues pour ce genre de choses. Il va falloir se manifester dans les rues, il va falloir s'attacher aux platanes, il va falloir faire des actions qui seront peut-être plus proches des gilets jaunes que d'autres choses. Alors, soyons sûrs qu'il va falloir les deux. Des actions coup de poing, on s'est déjà attaché aux arbres, il faudra continuer à le faire, il faudra continuer à dénoncer dans la presse, et il faut voter. Voter pour des gens qui, eux, feront quelque chose réellement pour changer. D'accord ? Donc, j'ai tenu à ce que ce soir, on soit dans une réunion débat. Donc, maintenant, je vous laisse la parole sur ce sujet. T'as fait passer une annonce dans les vidéos? Oui, avec une photo, etc. Donc, il y a très peu de monde ce soir. Ouais, je suis sidérée. Oui. Sidérée que les gens ne prennent pas ça en main et ça, c'est... après, on est optimiste. Midi libre et objectif gare. On va rester optimiste, hein. Moi je veux le rester, mais je suis un peu sidérée de voir que les gens s'en foutent, quoi. Mais vraiment, et je me demande pourquoi, enfin je comprends pas. Ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Je pense qu'ils sont déficitaires. Non mais c'est pas de dire qu'on ne peut rien faire, c'est au moins de venir se renseigner, de venir faire la démarche, d'écouter. À parler. Ne serait-ce que ça. À parler. Après qu'ils sortent en disant ouais de toute façon on ne peut rien faire, c'est autre chose. C'est trop facile ça. Mais au moins de venir quoi. Ouais, mais et ça là, va on se ensemble. retrouve dans des... on a fait une réunion à Conan, c'est pareil, on a eu 10 pelots. Ouais. On a fait 600 boîtes aux lettres. 600 boîtes aux lettres. Elle a dit ça va ensemble, le et les découragement, gens, ils empêchent de voilà. Donc à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, d'abord, je suis assez d'accord avec Marie-Sylvie, il y a du fatalisme. Mais il y a autre chose. À force de dire aux gens,
on va faire quelque chose pour vous et on ne le fait pas, les gens finissent par se dire à quoi bon? C'est-à-dire qu'on veut bien se déplacer. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais, les chercheurs disaient le public est conscient. Bah oui. Donc, tu n'as plus besoin de le conscientiser. Il le sait, il l'a compris, même si les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, ils les ont peut-être pas sur le milliard d'arbres, etc. Mais la plupart savent très bien que leurs enfants n'auront pas le même avenir qu'eux si on continue comme ça. Peut-être n'auront-ils pas d'avenir du tout. Bah, oui, mais justement, ils le savent. Oui, mais maintenant, si tu veux, pour passer de je sais, je comprends et j'agis, on est dans autre chose. L'action, c'est pour ça que je dis toujours, le problème de l'acte, c'est qu'il faut le faire. Quand on sait que, tu le sais très bien, puisqu'on s'est attaché au même arbre, donc, et qu'on on s'est fait prendre en photo dans la presse, c'est un engagement. Les gens vont dire, ah ben regardez-moi ces viragos, ces bonnes femmes qui s'attachent aux arbres, ça va en faire rire une partie. Mais chez nous, il y a longtemps qu'ils s'attachent aux arbres. Non, mais on plantait depuis longtemps là-haut. Mais non, mais on est d'accord. Mais le problème, ils sont fous ici. Faire des actes comme ceux-là, qui sont des actes du quotidien, tout petits, etc. Les gens en ont assez. Ils ont l'impression qu'il faudrait que les choses basculent vite, plus vite, quoi. Or, ce n'est pas possible. C'est aussi le grain de sable. Hein. Il faut y aller avec la mentalité de je fais avancer un petit peu les choses. Et là, ce soir, je m'attendais à ça, parce que moi, ça fait des années que je fais de la politique, je sais comment ça se passe. Je m'attendais à ça. Et encore, il faut se dire que c'est passé dans la presse. Tu me disais, est-ce que tu l'as fait passer dans la presse? Oui, 2 fois. Bon, eh bien, tant mieux. Parce qu'au moins, même si les gens ne sont pas venus ce soir, ils savent que d'autres gens se battent à leur place. C'est se battre par procuration. Je sais que ce n'est pas rassurant sur l'état de notre démocratie, mais c'est aussi parce que ceux qui sont au pouvoir l'ont trop trahi, cette démocratie. D'accord ? Donc maintenant, il faut... les confiances trahies, il faut faire revenir la confiance, il faut que les gens aient à nouveau le sentiment que ça servira à quelque chose. Alors avant que tu arrives, Nadine, je disais, agir, bien sûr, hein, donc ça veut dire sur le terrain, concrètement, là où on est, et voter. Parce que si on ne prend pas en compte que ceux qui menacent notre écosystème vont être encore une fois réélus, moi je vais vous donner un exemple très précis. Je pense aux européennes, d'accord, aux élections européennes, qui ont été un choc, sans doute, pour tous ceux qui se sont bagarrés, hein, pour changer de monde, on va dire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'ancien monde a été renforcé. Renforcé par quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des divisions, il y a des erreurs de stratégie politique, il y a tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi un nombre invraisemblable de gens qui croient encore à cette social-démocratie qui nous a menti, trahi en permanence. Donc, il faut passer à un autre système. Et actuellement, on est peut-être dans ce clair-obscur, parce que Gramsci parlait d'un clair-obscur. Hein. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à l'autre, et dans ce clair-obscur naissent des monstres. Alors, soit des monstres très dangereux, d'extrême droite, par exemple, hein, des guerres, peut-être des monstres peut-être sympathiques, hein, comme des révolutions qui transforment le monde au bout du compte, mais c'est dans ce clair-obscur-là, et en ce moment, on est dans un moment comme ça, hein. On ne sait pas où on va aller. Et dans le mur, on est... Ça, c'est ton opinion, c'est pas la mienne. Moi, je ne crois pas qu'on va aller... Il faut rester où on est dans une position attentiste, où on est dans une position pessimiste, et à ce moment-là, c'est la même, à quoi bon? Ou on est dans une position optimiste, déterminée, courageuse. Et il faut bouger. Et il faut y aller. Voilà. Rien ne doit nous... Vous voyez ici, là, nous ne sommes pas très nombreux et nombreuses, mais si, en sortant d'ici, nous parlons à 2, 3, 4, 5 personnes, nous avons déjà gagné quelque chose. Cette réunion a servi à ça. Pour te conforter dans ce que tu dis, je crois que c'est Mitterrand qui le disait, excusez-moi. Pas de problème. Certains se mettent la main devant le feu. Pas moi. Il disait, il vaut mieux avoir une personne arriver à la convaincre qu'en avoir 50 et ne pas en convaincre une seule. Quoi.
Voilà, donc je crois que, non, moi je pense que nous sommes 10 personnes, je trouve que c'est un bon début, quoi. Tu parlais de campagne électorale, la campagne n'a pas encore démarré, le chemin va être long, donc on a le temps, les uns et les autres, de mobiliser des personnes, de les convaincre, et de leur dire que, effectivement, alors moi je me focalisais sur la ville de Bagnols-sur-Cèze, il y a des choses à faire, il y a des marges de manœuvre, même si certains vont vous dire qu'il n'y a pas de possibilités, etc. Il y a des marges de manœuvre, il y a moyen de renverser la vapeur, de proposer autre chose que ce qui se fait actuellement. Tu parles des arbres, oui, je pense qu'il faut qu'on arrête de minéraliser et de créer des zones commerciales à l'extérieur de la ville. Il faut essayer un petit peu de recentrer, de redynamiser le centre-ville. Je pense qu'on a les espaces pour planter des arbres, pour végétaliser, et puis faire en sorte qu'on ait un autre comportement en matière d'écologie. Je pense, un dernier point, je ne sais pas si vous le savez, mais Bagnols, c'est une ville d'eau, quoi. Bah oui. Et quand vous faites le tour de Bagnols, vous apercevez que des fontaines et des lavoirs, il y en a très très peu. Ils ont été bouchés, tous les courants, les rues d'eau ont été bouchées, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire pour refaire on pourrait mettre des norias partout. Voilà, c'est ça. Là, il y en a une. Exactement, il y aurait quelque chose à faire. Parce que les Bagnolais ne connaissent pas leur ville. Exactement. Ils ne savent même pas ce que... Moi, je ne suis pas de Bagnols, je viens d'arriver. Déjà, je m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que je sais qu'il y a de l'eau. Alors, je ne comprends pas que... Non, il y a un truc dingue ici, c'est fou ça. Non, mais alors en plus, il faut quand même, il y a quelque chose qu'il faut aussi signaler, aussi par rapport à la fameuse place Jean Jaurès. Moi, je suis effondrée, en plus elle porte un beau nom, donc c'est quand même dramatique. La place Jean Jaurès va être minéralisée. Avec un jet d'eau. Et avec un jet d'eau. Qui ne marchera pas. Oui, puisque la plupart ne marchent pas, mais bon. Elle va être minéralisée tout à fait. Et il faut savoir que si nous avons cette place, c'est parce que la mairie a obtenu des fonds, parce que la ville est une des 10 plus pauvres, hein, et que nous avons obtenu des fonds au fait que le centre-ville se meurt, et que c'est pour revitaliser ce centre-ville complètement déshérence que nous avons obtenu les moyens, les fonds. C'est pour relancer le commerce de centre-ville. En fait, Bagnols a été sélectionné parmi les 200 villes sur le territoire. Voilà. Et sur les 200 villes sur le territoire, dans les 10 premières villes, elle est dans les 10 premières villes les plus pauvres. Hein. C'est sur ces 200. C'est la place qui va redynamiser le commerce. Ah oui. J'ai du mal à... Alors, on va justement, c'est intéressant parce que j'ai rencontré hier une jeune femme qui ferme son commerce parce qu'elle est en faillite, rue de la République. La semaine prochaine, elle va fermer son commerce. Elle est arrivée avec des économies, elle repart avec des dettes. Et elle a rencontré le maire. Et le maire lui a dit « Mais on est en train de vous faire une place superbe. » Elle a dit « Oui, et je vois pas. » Et elle a répondu « Votre place ne servira à rien du tout parce que dans la rue de la République, il n'y a plus de commerce suffisamment solide. La plupart des gens qui sont dans la rue de la République ne se versent pas de salaire. » C'est-à-dire il y a des commerces et des restaurants avec des gens qui ne se versent pas de salaire. Et qui vont travailler là, puis et qui seront obligés de fermer et qui repartiront avec des dettes, comme cette jeune femme. Ça a impacté toute sa vie, son couple, ses relations avec ses enfants, etc. Donc, si vous voulez, la ville et l'image de ces arbres qu'on abat, c'est une ville qui, de toute façon, est presque mourante. On a besoin de la sortir de là où elle est. Mais là où je suis d'accord avec Christian, c'est qu'effectivement, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au point de non-retour où c'est pas faisable. Et je pense à une autre ville, hein, je pense à Lunel, je t'en ai déjà parlé, Nadine, plusieurs fois.
qui ressemble à Bagnols-sur-Cèze, avec le même impact ou presque sur des commerces en déshérence, etc. Mais comme ça s'est trouvé à un moment bien précis, 200 jeunes sont partis faire le djihad. Ils sont partis de Lunel pour faire le djihad. Et donc, toute la ville de Lunel a été impactée par cette image, etc. Bagnols n'en est pas encore là. Mais ceci dit, Bagnols est dans une situation absolument difficile et nous allons devoir, si une autre mairie arrivait, d'autres gens arrivaient à prendre la mairie, il faudrait un gros travail. Ce serait un gros travail. De toute façon, le problème, tout découle de nos finances. Je veux dire, moi je suis persuadée que si effectivement on arrive à augmenter les salaires des gens, on aura moins de mal à aller acheter quelque chose en ville. Enfin, honnêtement, moi je le vois comme ça. J'avoue que quand je vais dans certains magasins à Bagnols, j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un Chinois ou une Américaine. Mais je conçois. Je veux dire, ils payent un loyer, etc. Mais j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens aujourd'hui. Donc si tout le monde se retrouve avec plus facilement, enfin, des finances un peu plus élevées, un pouvoir d'achat plus élevé, qui permettent, parce que si on n'a pas ça, ça ne servira à rien de faire quoi que ce soit. Enfin, pour moi. Ben ça, tu as raison, Nadine. Si nous, on ne peut pas investir à notre manière dans la ville, parce qu'on n'a pas les moyens, ça ne servira pas à grand-chose de changer quoi que ce soit dans la ville. Hein. On peut envisager plein de trucs. Si moi, je ne peux pas aller acheter dans le magasin, j'adorerais pouvoir le faire. Bah oui. J'adorerais. Moi, je préfère aller me balader et puis voilà, machiner, tiens, ce magasin, c'est sympa. Non, c'est pas possible. Alors, je suis d'autant plus d'accord avec toi que là, j'avais amené un document, toi, on dirait que tu le fais exprès pour que je puisse lire un petit morceau. Thomas Piketty, je ne sais pas si vous savez, est un économiste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Idéologie et capitalisme et qui fait 1200 pages, alors que Bernard, ici présent, a résumé en une page, ce qui nous arrange bien, ça nous évitera de tout lire ce soir. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce que voici ce que nous dit Thomas Piketty. Pour ce qui est de notre monde, aujourd'hui, les inégalités se creusent. Les plus riches devenant de manière quasi exponentielle de plus en plus riches et la classe moyenne de plus en plus pressurée et donc de plus en plus pauvre. Donc, une classe moyenne pauvre, de plus en plus pauvre, qui rejoint des pauvres de plus en plus pauvres. Hein, on est bien d'accord. La pauvreté semblerait diminuer à travers le monde. En réalité, Thomas Piketty montre, graphe à l'appui, que la progression du niveau de vie des pauvres est infiniment plus faible que celle de la population bénéficiant déjà des revenus les plus élevés. C'est-à-dire que les plus pauvres, leur niveau de vie diminue encore au fur et à mesure que les plus riches, eux, s'enrichissent encore. C'est ça, vous voyez, le balancier? Bon. Alors, il dit, à la fin de son impressionnante analyse, Thomas Piketty propose une solution. Il propose pour sortir de l'injustice de nos sociétés modernes ce qu'on appelle le social-fédéralisme. En réalité, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On sait très bien ce que c'est. C'est du socialisme participatif, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à du socialisme, mais on n'a pas oublié le peuple. On n'a pas oublié les gens. Parce que quand le socialisme oublie les gens, c'est du totalitarisme comme le reste. D'accord? Donc, il faut créer les conditions pour des formes nouvelles de solidarité fiscale, sociale et environnementale. C'est-à-dire que ce dont on parle là, les arbres, la nature, etc., c'est directement lié au niveau de vie des gens. Les gens, s'ils n'ont rien d'autre à becter que des trucs qu'ils achètent à Lidl, qui ont été fabriqués je ne sais pas comment, et qui a peut-être des merdouilles dedans, et qui n'arrivent pas à acheter du bio parce que c'est beaucoup trop cher, là on est sûr qu'on va aller vers des choses moins vertueuses. Alors que si on permet à une agriculture paysanne bio de qualité de se répandre dans l'ensemble de la population, et à ce moment-là, on a de moins en moins de pesticides, de moins en moins de glyphosate, de moins en moins de dangers pour la population. Parce qu'aujourd'hui, la population qui souffre le plus de toute cette alimentation pourrie, etc., c'est la population des plus pauvres. On est bien clair là-dessus.
Aux États-Unis, quelque chose a été mesuré. C'est le poids des gens en fonction de leur niveau de vie. L'obésité et le niveau de vie. D'accord? C'est-à-dire que les gens mangent des choses qui coûtent pas cher, ils bougent très peu parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que le travail c'est aussi bouger, c'est avoir de l'activité. Hein. Là j'ai une amie dernièrement qui me disait je soulève des caisses, je fabrique des meubles, etc. J'ai perdu mes ailes de poulet. Hein. Ça veut dire que j'ai musclé rien qu'en travaillant. C'est-à-dire que le travail a même cette vertu-là de nous rendre beaux, à condition que ce ne soit pas un travail qui nous étrangle, un travail qui nous rende plus malades, un travail qui est là uniquement pour faire du pognon à nos patrons. D'accord? Si c'est un travail créatif, un travail qui valorise notre estime de soi, alors là, on est aussi dans quelque chose de positif. C'est pas la tendance, c'est pas la tendance, hein. Si je pouvais, je peux vous parler du travail pendant des heures et des heures. Je sais que c'est pas la tendance. C'est le travail aujourd'hui, la tendance, c'est la performance, hein, d'accord? Donc, c'est quoi la performance? C'est de supprimer ce qui sont des marges de manœuvre pour les salariés. Donc les salariés ont de moins en moins de marge de manœuvre. Et donc qu'est-ce que ça a pour conséquence? Les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Donc aujourd'hui, la société, l'entreprise, c'est ça. Alors encore, je dirais qu'il y a quelques petites sociétés où les gens peuvent avoir un esprit créatif, etc. Ils ont encore quelques marges de manœuvre, mais dans les grosses firmes, puisqu'il faut produire, faire du rendement, eh bien, les organisations réduisent les marges de manœuvre des gens, avec les conséquences que ça génère. Voilà. Avec un salaire de misère. Voilà. Mais alors, en réalité, mais je suis tout à fait d'accord, hein, Christian, avec ça, hein, ce constat est absolument déplorable. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un fait divers qui a touché les policiers. On ne sait pas d'où vient ce fait divers, qu'est-ce qui a pris à cet homme, mais on peut imaginer qu'on est dans la souffrance au travail. Hein. On peut imaginer qu'on est dans le harcèlement au travail. On peut imaginer des choses comme ça. D'accord? Donc, tout le monde est impacté. D'ailleurs, quand vous voyez les policiers qui s'allongent dans la rue, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas forcément une prime de plus, même si c'est possible aussi, mais je crois qu'ils cherchent aussi à avoir une meilleure qualité de vie. Or, je vous signale, meilleure qualité au travail. Je vous signale que ce que je suis en train de vous dire par rapport aux arbres et par rapport à la nature, là, hein, je vous ai affiché ce petit truc parce que c'est le premier qu'on a affiché, hein, un arbre qui vaut à 30 ventilateurs et 20 climatiseurs. Mais en réalité, tout est comme ça. C'est-à-dire que si on prend en compte que toutes les informations que nous avons, les informations qui nous sont transmises à la fois par la télévision, par les journaux, etc., mais aussi, surtout, par les gens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez bien ce qu'on est en train de faire. On est en train de parler de quelque chose. Est-ce que vous en entendez beaucoup parler en ce moment, à la télévision? Oui, parce qu'il y a Greta Thunberg qui est allée gueuler à l'ONU. Hein? Mais à part ça, on entend parler de l'enterrement de Chirac. Hein? Un petit peu de l'usine Lubrizol, parce que hein, on est bien obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais sinon, de quoi on vous parle? De choses qui, en fait, ne vous intéressent pas en réalité. Ce qui intéresse et impacte directement nos vies, c'est nous qui devons en parler entre nous. Le bouche à oreille n'a jamais été aussi important. J'en suis absolument convaincue, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Christian, il faut convaincre une personne ou deux, hein, plutôt que personne. Parce qu'on ne prend pas le temps d'en discuter, parce qu'on ne prend pas le temps de faire cette démarche qui est essentielle. Hein. Moi, là, dernièrement, ma voisine est venue me trouver, elle a 90 ans, elle est venue me dire, moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer rue Salingro, et j'espérais que vous alliez me dire quel sera le plan de circulation de la rue Salingro. J'ai dit, attendez, moi je ne suis pas encore maire de Bagnoles, hein. Je ne deviendrai sans doute jamais. Hein. Donc ce que j'aimerais, c'est déjà que vous me disiez où est la rue Salingro déjà. Commençons par ça. Et j'ai découvert que c'est juste à côté de chez moi. Hein. C'est la rue la plus proche de chez moi en réalité. Mais bon, et pourtant Salingro c'est important.
Alors, je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes inquiète comme ça? Elle me dit, bah, parce que je suis allée à la mairie et j'ai demandé, comment il va être le plan de circulation quand vous aurez fini les travaux de la plage Jean Jaurès? Et on lui a répondu, ah ben on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore réfléchi. Ce qui fait que le plan de circulation rue Salingro, maintenant je sais que c'est la rue par laquelle on rentre dans le grand parking, n'est-ce pas, qui est devant le Crédit Agricole, donc, et tout de suite après il y a la plage Jean Jaurès, et bien cette rue Salingro, on ne sait pas encore si elle sera en sens interdit, en sens unique ou pas. On ne le sait pas encore. Hein, et pourtant, il faudra bien à un moment donné que la décision soit prise. Bon, et vous voyez, cette petite mémé, elle est venue en parler avec qui? À personne qu'elle voit le plus souvent en train de... Mais ça fait 10 ans qu'ils réfléchissent comment on va faire pour faire un tour de bagnole sans... Mais ils n'ont pas fini de réfléchir encore. C'est comme le train. C'est comme la C'est gare. affolant. C'est comme tout. Donc, on ne sait pas encore dans quel sens sera la rue Salingro. C'est Ah, affolant. de boîte aux lettres d'un bagnole. Oui, cherche une boîte À la aux lettres poste, en oui, à bagnole. part la poste, je vois pas où il y en a. Oui, ben avant il y en avait un peu partout, maintenant c'est en En haut. bas, dans la place de Faut chercher, hein. de la rue de la République, il n'y en a pas une? En bas. Oui, Peut-être, oui, peut-être. il y en a une. À côté du café. Et dans cette rue de la République, Bon, il y en a quand beaucoup. ils ont masqué Ils ont toutes plus. ces vitrines avec des grands trucs sur le musée, c'est bien pour cacher la misère du commerce. Hein. Ils devraient faire la même chose. C'est un truc de fou. Ils mettent des grands panneaux sur les musées, il n'y a plus de commerce et ils mettent des trucs comme ça. C'est bien pour cacher la misère. Ça, c'est flagrant. C'est flagrant. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous prenez la plage Jean Jaurès et que vous voyez le prolongement par l'avenue Paul Langevin, c'est-à-dire quand vous partez vers le Posterlon, d'accord? Cette avenue Paul Langevin, les commerces ont fermé les uns après les autres. Maintenant, il y a le Secours catholique, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a un opticien, enfin, il n'y a presque plus rien. Non. À côté de tout ce qu'il y avait, avenue Paul Langevin fut un temps, hein, les frères Dalton, là, je ne sais plus comment ils s'appelaient, bon, etc. Il y avait les frères Martinez avec leur commerce de légumes, il y avait un marchand de journaux, oui, il y avait aussi un bar, un petit bar, il y avait les shops, il y avait beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup de commerces, il y avait une boulangerie, il y avait un magasin de jouets qui était le plus beau de Bagnoles. Donc, voilà ce que c'était l'avenue Paul Langevin. Aujourd'hui, c'est quoi? Plus rien. D'accord? À part que c'est la rue par laquelle on accède au cinéma de Bagnoles, c'est à peu près tout, c'est le désert. Bon. Et on nous fait une grande place, Jean Jaurès, bien minéralisée, qui va ouvrir sur quoi? Une rue de la République paupérisée et une avenue Paul Langevin sans commerce. Donc je pense quand même qu'il faut se poser des questions. Hein, à part utiliser les fonds des fameuses 10 villes choisies sur 200, hein, non mais est-ce que vous réalisez, ça vous pouvez en parler autour. Ils auraient mieux fait de faire autre chose. Dans quel état est notre ville pour que nous ayons obtenu des fonds, parce que nous sommes une ville extrêmement paupérisée et dont le centre-ville est effondré. Or, les gens qui sont à la mairie aujourd'hui sont les responsables de cette situation. Oui, mais la population, il faut bien aussi savoir que les gens, ils ont voulu des grands commerces et ils ont oublié les petits commerces. Ils se sont... Et Internet, maintenant, ils commandent sur Internet. Alors, la mentalité des gens face à l'alimentation, à s'habiller... Alors, on accuse, mais d'accord, mais on est quand même responsable de là où on va faire nos courses. On a déplacé tout dans des zones. Les gens sont contents quand ils prennent leur bagnole, qu'ils vont faire un tour là-bas, ils font leurs courses, ils reviennent chez eux. Parce que la population, elle est bien partie quelque part faire leurs courses. Mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On n'a pas les moyens d'aller. C'est question de pouvoir d'achat aussi. À une époque, les personnes qui faisaient leurs courses dans bagnole, ils sont allés où? Ils prennent leur voiture, quelquefois, pour faire 300 mètres pour aller chercher une baguette. Les gens ne marchent plus à pied. Les gens sont très égoïstes. Il y a des voitures, il y a une place, il y a 3 places de libre. Il y a du covoiturage, on en voit très peu. Il faut bien se dire qu'on est responsable de ce qu'on fait aussi. Oui. Moi, j'ai pas les moyens, je mange très peu, mais quand j'achète, je préfère manger peu et bien. Oui. Alors, des grandes surfaces, j'ai toujours combattu
ces grandes surfaces. Moi, je fais souvent mes courses, et Dieu sait si j'ai pas les moyens, avec Jean-Claude, on va dans une ferme, on achète nos légumes pour la semaine, parce que, tout compte fait, ça nous revient moins cher, on n'est pas tenté par autre chose, on prend ce qu'on a besoin. On est responsable de nos actes. Quand on fait quelque chose, on est responsable. Moi, j'en suis certaine. Hein, on dit qu'il faut consommer de la viande. On voit des rayons de viande de partout alors que les gens n'ont pas les moyens. Eh ben, il vaut mieux manger peut-être 2 fois par semaine de la viande ou 1 fois et manger un bon morceau de viande. Moi, je suis comme ça. Alors maintenant, si on vous bouffe de la merde, eh ben, on s'en prend nous-mêmes parce que moi, je vois les gens le week-end, ils vont dans les grandes surfaces se promener. Il n'y a plus personne qui fait de pique-nique à la campagne. Nous, quand on va pique-niquer, on ne voit plus personne. Alors, on est responsable de ce qu'on fait. Attends, vas-y, je pense que la dernière fois, j'ai vu passer un post sur Facebook où on parlait de Lidl. D'accord? Les gens disent vivement qu'il y a un Lidl à Bagnoles. Il y en a un qui va se monter. Ouais, alors là, je me reste sur le cul, parenthèsement. Et là, la Fnac, tu vois, on passe et mon fils me dit, mon fils 16 ans, 17 ans et demi, hein, me dit super, vivement que la Fnac ouvre. J'ai dit non, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon, Ça va fermer les librairies. Ils vont monter un Lidl à la place du... Attends. Parce que ça va prendre des commerces à Bagnoles. Et toutes les grandes surfaces qui sont à Bagnoles ont pris du commerce à Bagnoles. Donc aujourd'hui, effectivement, toi, tu vois ça avec tes yeux de jeune. Tu vas dire, ouais, super, je vais trouver tout ce que je veux. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, j'espère que tu as les moyens, parce que moi, je ne les ai pas, quand même. Parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même avec une population qui n'a pas les moyens. Donc, je veux dire, alors, ça crée 10 emplois. Je ne sais pas ce que ça va perdre derrière, mais ça crée 10 emplois, il paraît. Alors, je voudrais voir dans quelles conditions ces gens-là vont bosser aussi, d'accord? Donc, pour moi, c'est compliqué, enfin, pour nous, je pense qu'on est dans le même truc. Moi, j'ai encore du mal, hein, c'est de dire, ok, j'entends qu'il faut aller, et je fais aussi, je mange plus de viande, et j'essaye d'acheter chez le producteur, mais il y a trop encore de gens qui n'ont pas cette démarche, et j'arrive pas à comprendre. Si, alors, moi je vais te dire, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous faire comprendre ce qui est en train de se passer. D'abord, c'est une question d'éducation. Déjà. C'est une question, tu vois, quand tu parles à ton fils, bah, tu fais de l'éducation. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même quartier, qui peut-être se parlent entre eux, parlent pas forcément comme ça, n'ont pas accès à la réflexion, hein, et on ne peut pas dire que c'est les médias et la télévision qui vont faire de la pédagogie. Ils en font de moins en moins, d'accord? Donc aujourd'hui, pour comprendre tout ce que tu décris, qu'il ne faut pas aller sur Amazon, qu'il ne faut pas faire se développer ces multinationales considérables. Les gens ne le comprennent pas forcément. Il y a des gens qui sortent même plus de chez eux, tellement ils n'ont plus aucune raison de sortir de chez eux. Ils sont enfermés chez eux avec leur ordinateur, ils font plus que ça. Quand ils achètent un truc, bon, mais bien sûr, mais tu peux le dire, absolument, ils sont complètement enfermés dans leur machin. Bon, dans le virtuel. Alors, non mais il n'y a pas que ça. Bon. Là, ce que tu décris par rapport à la Fnac, c'est d'autant plus intéressant que nous avons une librairie occitane, en centre-ville, en plein centre, qui marche très bien. Elle marche à fond actuellement. Pourquoi? Parce que les 2 jeunes libraires qui sont arrivés ont fait une sorte de politique de proximité, on va dire, parler avec les gens. Ils ont attiré des populations très différentes. Ils vont faire des petites animations quand il y a des petits problèmes avec les livres scolaires. Ils se déplacent eux-mêmes, ils vont voir les enseignants. Donc, si vous voulez, on a une politique de proximité à avoir. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, quand on est dans une sorte de marasme, et je pense quand on me dit, il y a des gens qui me disent, ouais, les commerces à Bagnoles, ils ouvrent à 10h du matin. Ah ben oui, mais moi je vais vous dire, je connais une jeune femme, encore une fois, qui vend des fringues dans la rue de la République. Alors décidément, cette rue de la République, il y a vraiment des problèmes. Cette jeune femme, elle est seule avec sa fille, et elle a fermé 2 jours son commerce complètement, parce qu'elle était arrivée à une sorte de burn-out. Elle avait reçu en même temps toute sa collection à ranger. En même temps, il y avait
la rentrée des classes, donc il fallait s'occuper de la gamine, hein, et tout d'un coup, elle s'est sentie submergée. Il a fallu qu'elle s'arrête, quoi. Donc elle s'est arrêtée 2 jours, et pendant ces 2 jours, les gens, ils passent devant la boutique, ils disent, mais enfin, comment ça se fait qu'elle a fermé là? C'est la rentrée, on a besoin d'acheter nos robes, nos machins nouveaux pour la rentrée. Elle a fermé parce qu'elle ne pouvait plus. En bas de la rue de la République, encore une fois, la rue de la République, le petit boulanger est malade. Il a pété les plombs, c'est un véritable burn-out. Bon, il a pété les plombs complètement parce qu'il était, encore une fois, tout seul. Ils ont essayé de prendre une personne, c'était pas possible parce qu'une personne en plus, ils n'avaient pas les moyens. Donc, tout seul, à 4 h du matin tous les jours, avec 2 gamins, à un moment donné, tu ne tiens pas. Donc, il a fermé sa boulangerie. Cette boulangerie est fermée. Ça impacte le boucher qui est en face. Ça impacte le marchand de journaux, etc. Donc, si vous voulez, tout est lié dans cette affaire, quoi. Mais c'est vrai que la grave erreur à Bagnols-sur-Cèze, c'est tous ces grands commerces à l'extérieur de la ville. Bah oui, et pourquoi il y en a une petite ville de 18 000 habitants. Mais c'est un truc de fou, ça. Et l'explication, elle se trouve dans le pouvoir d'achat des Marcoulins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait énormément d'argent. Marcoul avait donné des salaires tout à fait extraordinaires. Il y avait les ingénieurs, évidemment, dans les villas des ingénieurs. Donc tous ces gens apportaient beaucoup de pognon. Les maires d'ici, de Bagnols, tous ou presque, je dis bien, hein, depuis l'arrivée de Marcoul, se sont plantés sur ce qu'il fallait faire. Des commerces partout, des grandes surfaces partout, croyant que ça attirerait une population qui viendrait d'Avignon, d'Alès, de je sais pas où. Bon, ils veulent en faire d'autres en plus. Et ils veulent en faire d'autres. C'est ça. Ils en font un autre devant toujours. Oui. Non mais ce truc-là, de faire du commerce raisonnable, moi je parle de responsabilité. J'ai eu une éducation comme ça, j'ai tout le temps vécu à la campagne, ils travaillaient très dur les gens, et il n'y avait pas des grands commerces, mais on vivait quand même, et c'était très dur. Alors maintenant on dit qu'on félicite, tout est facile, mais c'est pas vrai, on est en train de faire croire aux gens qu'on pourrait être heureux en allant là. Non, c'est faux, c'est faux. Moi, il y a une autre forme de bonheur, et puis on peut faire aussi des coopératives. Les coopératives, ça existe dans d'autres pays où il manque de tout, ils se réunissent et on mange locaux, avec des prix raisonnables. Je ne comprends pas qu'à Bagnols, il n'y ait pas quelque chose comme ça. Pourquoi pas se mettre ensemble pour acheter en commun, comme ça se fait dans d'autres endroits en France? Il y a plein de petites fermes aux alentours. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, mais je ne comprends pas tout ça, moi. Non, mais des structures, des petites structures